Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 19 août 2025 et notre ami le colonel Larry Wilkerson est de retour parmi nous. Bienvenue, mon ami. Ravi de vous retrouver, Nima. J'ai toujours hâte de découvrir votre nouvelle chemise. Qu'est-ce que ça? Eh bien, j'ai passé une commande. Mais tu vas nous un vendredi. Peut-être que nous les aurons d'ici là, car j'ai envoyé une demande jusqu'à Oahu il y a quelque temps. Ils devraient donc arriver. Permettez-moi de commencer, Larry, par la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Oh là là, vous ne voudriez pas commencer par là. Oui. Mais quel est votre avis sur ce qui s'est passé? Ressentez-vous quelque chose de positif à ce sujet? Êtes-vous plutôt mitigé, négatif, positif ou au milieu? Parce que si l'on regarde du côté russe, c'est positif. Du côté des États-Unis, une grande partie des médias traditionnels ne fait que démolir Donald Trump. Je ne comprends pas pourquoi ils font cela. Et Donald Trump lui-même, il semble, est plutôt positif. Quel est votre avis sur ce qui s'est passé? Tout d'abord, les médias traditionnels sont des porte-paroles de l'Empire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post et bien d'autres, ainsi que les médias audiovisuels comme MSNBC, CNN, etc. Mais ils doivent maintenant faire très attention car ils marchent sur une corde raide. Ils sont généralement des porte-paroles par excellence lorsque les démocrates sont au pouvoir. Car la plupart de leurs dirigeants sont prédisposés à soutenir des personnes comme Chuck Schumer, Nancy Pelosi, Hillary Clinton et d'autres. Ils se trouvent actuellement dans une sorte de dilemme quant à la manière de rapporter les faits. Ils restent des porte-paroles de l'Empire, mais ils ne savent plus vraiment ce que signifie l'Empire avec Donald Trump au pouvoir. Et je pense qu'ils sont viscéralement opposés à Trump, du moins la plupart d'entre eux. Pas tous, mais la plupart. Cela influence tout, surtout pour quelqu'un comme vous qui observe l'Empire de l'extérieur. Cette réunion, je pense que de temps en temps, je consulte le New York Times. Je regarde surtout la version en ligne parce qu'elle arrive sur mon téléphone chaque jour. D'habitude, je la supprime simplement. Mais ce matin, j'ai vu une phrase bien tournée, alors je l'ai lue. Et elle résumait bien la situation. Elle disait à propos de la réunion à Helsinki que des Européens en vacances, indisponibles autrement, qui normalement ne se précipitent pas dès qu'on les appelle, l'avaient soudain fait. Et pourquoi l'avaient-ils fait? Parce que, et voici le vrai trésor, ils savaient que la dernière personne à voir Trump était généralement celle qui l'influençait. La dernière personne dont il entend parler est celle qu'il suit. Alors ils se sont précipités ici. Fait intéressant, les Polonais ne l'ont pas fait. C'est un point à noter. On pourrait en parler plus tard si vous voulez, mais ils ne l'ont pas fait. Et je sais de sources internes, que je pense fiables, que c'était une décision réfléchie de ne pas venir. Cela en dit long sur l'un des pays les plus importants dans cette affaire ukrainienne, si elle doit être résolue un jour. Ensuite, le deuxième point que je voudrais soulever à ce sujet, c'est que l'on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé en Alaska, concrètement je veux dire, si ce n'est que il n'y aura pas de cessez-le-feu. Je pense que c'est probablement inébranlable. Même si les Européens en ont apparemment encore parlé, et que Zelensky en a encore parlé, il n'y en aura pas. Et Trump est probablement, il est catégorique à ce sujet, je pense. Et je pense que ça s'adresse à Poutine, lui donnant essentiellement un aperçu des raisons pour lesquelles un pays engagé dans une guerre qui lui a coûté tant de sang et de ressources, qui est en train de gagner et de gagner de façon éclatante, ne veut pas de cessez-le-feu. Et pourquoi celui qui est en train de perdre, et de perdre vraiment très mal, veut un cessez-le-feu. Surtout, et je suis sûr que Poutine a fait passer ce message,
Surtout si cette puissance qui perd est soutenue par des enfoirés hypocrites comme l'Europe, l'OTAN et les États-Unis. Parce qu'ils ont été trompés d'innombrables fois par le passé, non seulement ces 5 ou 6 dernières années, mais au cours des 20 dernières années en ce qui concerne l'expansion de l'OTAN et autres. Et ils ne se laisseront plus avoir. La partie de poker va se jouer sur la table et toutes les cartes seront visibles. Tout l'argent est déjà misé. Voilà ce qui s'est passé. Et puis il y a la question des garanties de sécurité. Je pense que nous avons obtenu un peu d'informations lors des 2 réunions. Les Européens, Zelensky et l'Alaska, nous avons eu un aperçu de ce que pourraient signifier ces garanties de sécurité. Apparemment, Poutine a dit quelque chose à propos de sa volonté d'accepter certaines garanties de sécurité. Si c'est vrai et fiable, je crois comprendre de quoi il parle. Il parle de garanties venant d'autres puissances que l'OTAN, d'autres puissances que les Occidentaux. Disons par exemple des forces indiennes. Disons par exemple des forces chinoises qui pourraient éventuellement être mandatées par les Nations Unies, je suppose, pour patrouiller une ligne qui pourrait être établie. N'appelez pas cela une DMZ, mais plutôt une zone tampon entre les 2 parties. Et examinons rapidement, et Trump, je pense, en a aussi eu une intuition de la part de Poutine, pourquoi c'est nécessaire. Ce n'est pas nécessaire à cause des Russes, car ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont gagné, point final. C'est nécessaire à cause des Ukrainiens et des personnes qui soutiennent les Ukrainiens. L'OTAN, l'Europe en général et Washington en particulier. Londres aussi. Ils déclencheront quelque chose en un clin d'œil, surtout ceux qui contrôlent Zelensky. Et je parle des nazis, je parle des vrais nazis qui contrôlent Zelensky à l'intérieur de Kiev. Ils lanceront quelque chose immédiatement, et la Russie n'aura que des problèmes de ce côté-là pour l'éternité si cela dure aussi longtemps. Et tout indique que ça continuera, surtout si nous ne reculons pas. Si nous ne reculons pas en Azerbaïdjan, en Géorgie et ailleurs, ça va continuer, ça va couvert, monter, redescendre, puis remonter, redescendre encore. Donc je comprends pourquoi Poutine dirait ce qu'il a dit, soi-disant, à propos des garanties de sécurité, mais il faut que ce soit un type particulier de garantie de sécurité. Pas d'OTAN, aucune force occidentale, rien du tout. Et je comprends même la question des échanges, car une fois que tout cela sera terminé, qu'on arrivera à un accord de paix et à la mise en place d'une zone tampon, Poutine va se retrouver avec beaucoup de territoires qu'il ne voudra peut-être pas forcément. Il y aura donc des échanges à faire. Et probablement, vous savez, le Donbass, je pense, est sanctifié. Voilà tout. Je veux dire, vous savez, on parle de ces 4 oblasts, dont le Donbass en représente 2. C'est fait. C'est une affaire réglée. Et chose intéressante, j'ai lu un article l'autre jour sur la façon dont le Kosovo se rapporte à cela, si on y réfléchit un instant. Et l'article était très clair, un paragraphe simple et direct disait essentiellement, et je crois qu'il a été écrit par un juriste, un Suisse, si je ne me trompe pas, un avocat diplomatique, que si les Kosovars albanais pouvaient dire qu'ils ne voulaient pas être sous la tutelle de Belgrade, pourquoi diable les Russes du Donbass ne pourraient-ils pas dire qu'ils ne veulent pas être sous celle de Kiev? Je veux dire, vous savez, ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre. Et bien sûr, cela a toujours été une épine dans le pied de Poutine depuis qu'il a pris le pouvoir et que nous avons déclaré l'indépendance du Kosovo, ce que Poutine n'a jamais accepté. Il n'a d'ailleurs jamais reconnu le Kosovo. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de l'Alaska et qui pourraient donner un peu d'espoir, même minime. Et puis il y a la réunion à la Maison-Blanche avec Zelensky et les Européens, qui réduit cet espoir. Et puis il y a la nature imprévisible et creuse de Donald J. Trump, et on se demande ce qu'il va dire ou faire demain. Larry, I don't know if you saw the
Larry, je ne sais pas si tu as vu la vidéo où le chancelier allemand parle du cessez-le-feu. Et tu regardes l'expression sur le visage de Meloni cette année. Oh mon Dieu, il en parle encore. Je n'ai pas vu ça. Joue-le si tu l'as. Je ne l'ai pas. C'était incroyable de voir Meloni réagir à ce que Scholz disait au sujet du cessez-le-feu. Et il semble qu'au sein des Européens, parmi les dirigeants européens, on ne voit pas ce genre d'unité. Ils ne ressentent pas la même chose. Non, il y a des opinions différentes sur toute la ligne. Et je pense que l'un des pays les plus importants dans toute cette affaire, c'est la Pologne. Ce matin, je parlais avec un Polonais de la façon de le prononcer. Je crois que c'est Naroczki. Naroczki, je pense que c'est ainsi qu'il dit qu'il faut le prononcer, le nouveau président. Je pense qu'il montre des couleurs différentes de celles des autres dirigeants polonais et peut-être des Polonais plus virulents et dogmatiques d'aujourd'hui à propos de la Russie. Je crois qu'il comprend viscéralement qu'il ne faut pas faire de la Russie un ennemi, et il faut trouver une issue à ce bourbier dans lequel ils ont été entraînés par l'OTAN. Il ne va pas le dire ouvertement, parce que le sentiment en Pologne est encore un peu hésitant, surtout sur le plan politique. Mais je pense que nous avons un nouveau dirigeant là-bas, et cela pourrait changer beaucoup de dynamique parce que, comme l'a dit Doug McGregor hier, regardez les pays qui entourent l'Ukraine. Ce ne sont pas vraiment des pays avec lesquels nous aimons particulièrement traiter. Pour ne pas tourner autour du pot, il y a la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, bien sûr. Doug a même mentionné la Lituanie, je crois. Mais je ne pense pas que la Lituanie est une frontière avec l'Ukraine. C'est la Biélorussie. La Lituanie est juste un peu coincée là, mais sans frontières. Mais ces pays sont importants. Et ce que ces pays ressentent à propos de la Russie en tant que menace pour eux est à bien des égards très différent de ce que le reste de l'OTAN prétend ressentir à propos de la Russie comme menace. Alors rapprochons-nous un peu d'eux pour voir ce qui s'y passe et comment ils pourraient nous aider dans ce que nous devons finalement faire. Ils sont en première ligne, pour ainsi dire. Il y a peut-être un petit état résiduel ukrainien entre eux et la Russie en ce moment, mais ils sont en première ligne. Et si l'on considère la Biélorussie, ils sont vraiment en première ligne. Écoutons donc ce qu'ils ont à dire. Et je pense que ce qu'ils vont dire, de plus en plus, c'est régler ça et réglez-le maintenant. Et tant pis pour l'OTAN si c'est nécessaire. Larry, tu as mentionné la Pologne et le comportement que nous observons de leur part. Comment perçois-tu leur attitude? Tu te souviens qu'au début du conflit en Ukraine, ils étaient les plus va-t-en-guerre. Il is first nothing en Arkan Games et Ronsier here. En hand, à la personne point de l'économie américaine. Que se passe-t-il? À mon avis, ils ne sont pas en première ligne en ce moment. Penses-tu qu'ils envisagent de capturer et de tenir une partie de l'Ukraine? Je l'ai pensé pendant un certain temps, et je ne néglige jamais que cela puisse concerner une partie du peuple polonais et de la structure politique. Mais je crois qu'en ce moment, le véritable changement d'état d'esprit, si l'on veut, consiste à ne pas faire de la Russie un ennemi, et certainement pas à faire de la Russie un ennemi dans le but de faciliter ses relations avec l'UE, qui reste assez fragile, surtout avec des personnes comme von der Leyen à la tête. Il commence à comprendre que l'UE n'est en aucun cas, sous aucune forme, une institution démocratique. Elle est aussi autoritaire que n'importe quelle autre entité dans le monde. Certainement aussi autoritaire que la Chine en matière de politique commerciale, de politique économique en général et de politique de sécurité. Je suis désolé, ces gens sont une force à part entière et pas une force positive. Je pense donc que la Pologne est consciente de son histoire, si vous voulez.
Et une partie de cette histoire est interprétée par la droite, si vous voulez, comme étant révélatrice de ceci. Nous devons tenir tête à Moscou, quoi qu'il arrive. Sinon, ils viendront nous envahir et nous détruire à nouveau, etc. Et puis il y a les autres, plus réalistes, qui réfléchissent en fonction de notre situation actuelle, de ce que notre histoire suggère sur notre position, et de ce que pourrait être notre avenir, surtout si ce conflit se poursuit. Et au fait, nous ne voulons vraiment pas de ces terres que certains disent que nous convoitons, car nous aurions le même problème que la Russie si elle les possédait. Il y aurait ces horribles partisans qui nous tireraient dessus et nous tueraient pour l'éternité. Les Ukrainiens sont justes. Il y a un certain segment d'entre eux, le bataillon Azov en est l'exemple, qui ne sait rien faire d'autre que se battre, aller dans les bois et se battre, voler tous ceux qui passent et violer les femmes qu'ils croisent. Je suis désolé, mais c'est l'histoire de cette région. Donc je pense que la Pologne est importante pour un règlement final, et je crois voir des signes qu'ils deviennent très rationnels à ce sujet et très réalistes. J'espère. Je peux me tromper, mais j'espère que c'est la vérité. Et il y a d'autres pays aussi qui montrent cela, et certains qui l'ont toujours montré. Peu importe ce que nous pensons de Viktor Orban en Hongrie, la Hongrie a montré un « je n'aime pas son soutien à Israël ». Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas que qui que ce soit soutienne Israël. Comment quelqu'un dans le monde, en particulier un dirigeant politique, peut-il soutenir Bibi Netanyahou? Cela me dépasse, ça me dépasse complètement. Mais ces autres positions ont été assez intelligentes. Comment s'appelait le monsieur qui a réellement remporté la première partie de l'élection en Roumanie? Si nous l'avions eu là-bas, je pense que nous aurions eu un gouvernement roumain qui aurait été différent aussi. Je ne sais pas comment ce gouvernement actuel va évoluer, car il semble aussi apprendre certaines choses. Tout comme le parti en Géorgie, qui a gagné de justesse, mais a gagné, et maintenant nous essayons de les renverser parce que nous ne voulons pas d'eux là-bas. Ils croient en une politique équilibrée entre Moscou, Bruxelles et Washington. Et le parti que nous voulons voir là-bas, nous voulons croire en la capacité de défier la Russie. Nous devrions pouvoir constater ce que cela nous a déjà apporté auparavant, et plus important encore, ce que cela a apporté aux Géorgiens auparavant. Ils ont perdu l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, pour ainsi dire. Donc il faut que la situation se calme un peu, et surtout il faut que ça se calme parce que, et je pense qu'ils en ont parlé en Alaska. J'espère qu'ils l'ont fait. Je ne peux pas croire que Poutine n'en ait pas parlé. Il faut que la situation se stabilise un peu pour que nous puissions nous attaquer à un défi plus important, à savoir les armes nucléaires et une nouvelle architecture de sécurité pour cette région du monde qui, espérons-le, inclurait la Russie. Même si je pense qu'il faudra un certain temps avant que cela n'arrive. Although I think it'll be a while before that happens. Larry, voici ce que Marco Rubio a dit à propos des médias. As-tu entendu ce qu'il a fait concernant les visas et les visites pour les enfants palestiniens blessés? Des enfants qui ont été gravement blessés, ils ne peuvent plus venir aux États-Unis. Je n'ai plus rien à faire de Marco Rubio. Il peut aller en enfer pour ce que ça me fait. Peux-tu imaginer dire à des enfants blessés qui n'ont nulle part ailleurs où aller pour des opérations spécialisées ou ce genre de choses, par exemple, qu'ils ne peuvent pas venir aux États-Unis? J'aimerais bien voir ce salaud dans la rue avec une pierre à la main. Désolé, il fallait que je le dise. Oui, j'ai commencé à m'y intéresser. Je ne le connaissais pas avant. Monsieur le Président, vraiment, quand on y pense, tous ces dirigeants européens sont venus ici. Ils étaient 7 présents, et cela incluait le chef de l'OTAN et celui de l'UEPO. Et ils ont tous dit la même chose, à savoir
qu'après 3 ans d'impasse, sans discussion et sans évolution de la situation, c'est la première fois qu'il semble y avoir un certain mouvement. Écoutez, c'est une guerre compliquée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, cela dure depuis 3 ans et demi. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de territoires ont changé de main à plusieurs reprises. Donc ce n'est pas quelque chose de facile à démêler. Mais rien ne se passait avec cette guerre. Littéralement, la seule option qui nous était proposée sous l'administration précédente était de continuer à financer l'Ukraine autant qu'elle en aurait besoin, aussi longtemps que nécessaire. Et maintenant, il y a des gens qui parlent réellement de pistes pour y mettre fin. Cela va demander encore un peu plus de travail et un peu plus de temps, mais nous faisons des progrès. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, pratiquement tous les dirigeants présents aujourd'hui l'ont affirmé devant les caméras. Et ils le disent pour une raison, parce que c'est vrai, ils en sont témoins et ils y ont contribué. Alors, ces nations européennes, et certaines d'entre elles sont des pays membres de l'OTAN, sont-elles prêtes à déployer des troupes en Ukraine pour consolider cet accord de paix? Est-ce que cela ferait de l'Ukraine une sorte d'allié de l'OTAN? Eh bien, ce qui est envisagé, écoutez, tout pays souverain dans le monde a le droit de conclure des alliances de sécurité avec d'autres pays. Il n'y a pas que l'OTAN. Nous avons de telles alliances avec la Corée du Sud, nous en avons avec le Japon, et d'autres pays en ont entre eux. Et donc, je pense que tout le monde reconnaîtrait, y compris, d'ailleurs, pour la première fois, le côté russe sous la pression ou, disons, la suggestion du président Trump, qu'en fait, une Ukraine post-conflit a le droit de conclure un accord de sécurité avec d'autres pays. Et nous allons travailler avec nos alliés européens et des pays non européens, d'ailleurs, pour construire une telle garantie de sécurité. Nous y travaillons en ce moment. Nous continuerons à travailler là-dessus. Et cela devra être mis en place après un accord de paix, afin que l'Ukraine puisse se sentir en sécurité pour l'avenir. Et nous coordonnons cela en ce moment même. Nous participons à cette coordination. Donc oui, plusieurs pays sont prêts à s'engager et à offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité. Mais comme les Ukrainiens nous l'ont dit, et je pense qu'ils l'ont aussi déclaré publiquement, la garantie de sécurité la plus forte qu'ils puissent envisager pour leur avenir, c'est de disposer d'une armée puissante à l'avenir. Et c'est l'autre dynamique qui a changé. Nous ne donnons plus d'armes à l'Ukraine. Nous ne donnons plus d'argent à l'Ukraine. Nous leur vendons désormais des armes et les pays européens les financent via l'OTAN. Ils utilisent l'OTAN pour acheter les armes et les transférer à l'Ukraine. The S-Wall was datable, c'est Donald Cringchanger par la Evrichette Garrity à Borgidji auparavant. Écoutez à quel point il est stupide. Et je n'ai pas dit imprudent. Imprudent signifie qu'il a peut-être un peu d'intelligence. Il l'utilise simplement mal. J'ai dit stupide. Cela veut dire qu'il a peut-être un peu de sagesse, mais qu'il l'emploie pour des raisons totalement erronées. Et je ne pense même pas qu'il en ait autant. Je pense vraiment qu'il est, dois-je le dire, bête. Je n'aurais jamais cru dire ça. J'ai une aversion viscérale pour Marco Rubio. Je l'ai toujours eu. Mais comme l'a dit Ricardo Alicante, il reste un Cubain après tout. Mais ça, c'était vraiment stupide. J'ai noté 3 choses qu'il a dites. Compliqué? Compliqué? Êtes-vous stupide à ce point, Monsieur Rubio? Ce n'est pas du tout compliqué. Poutine vous a simplifié la tâche depuis 2-3 ans, depuis que vous avez tout gâché à Istanbul avec Boris Johnson. Il vous a simplifié la tâche. Je suis désolé, c'est la vérité, et tu mens effrontément, ou alors tu es plus stupide que tout. Deuxièmement, le droit de conclure un accord de sécurité. Marco, mon vieux, dis-moi comment tu réagirais. Dis-moi comment ton président réagirait.
Dis-moi comment le secrétaire Hegseth réagirait si tout à coup, la Chine signait un accord de sécurité avec le Mexique ou inversement, et que la Chine déployait d'importantes forces militaires au Chihuahua. Dis-moi comment tu réagirais si la Russie signait un pacte avec le Canada, ce qui n'est plus si farfelu de nos jours, et plaçait des forces militaires à notre frontière nord. Tu dirais alors que n'importe quel pays a le droit de conclure une alliance, militaire, sécuritaire, peu importe comment tu veux l'appeler, avec n'importe quel autre pays de son choix. Marco, tu es un idiot. Vous prenez les gens qui vous écoutent pour des idiots. Et enfin, les garanties de sécurité et une armée forte. Marco, tu n'as pas entendu ce qui s'est passé en Alaska. Ton président ne t'a pas bien informé. Les garanties de sécurité, comme je l'ai dit, ne peuvent en aucun cas impliquer des forces occidentales, point final, et elles ne peuvent certainement pas consister en une armée ukrainienne réorganisée, revitalisée, entièrement approvisionnée et soutenue logistiquement. Ce n'est tout simplement pas possible, car tout ce que Poutine verra là-dedans, c'est un nouveau délai, un autre Minsk, encore 3 ou 4 ans, et l'Ukraine sera de retour sur le champ de bataille. Et les États-Unis auront renforcé leur arsenal, tout comme l'Europe, et ils recommenceront la même chose. Désolé Rubio, tu es un idiot. Il a dit que certains pays souhaitent déployer des troupes au sol en Ukraine. Quand on parle de ces pays, voici ce qui montre qui est prêt à le faire. Cependant, l'Ukraine bénéficie des protections de l'article 5. Ils ne feront pas partie de l'OTAN, mais ils bénéficieront quand même des mêmes protections. Donc, ils ne vont pas faire partie de l'OTAN. Mais nous avons les nations européennes, et elles vont prendre les devants. Certaines d'entre elles, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, veulent avoir, vous savez, des troupes sur le terrain. Pas à l'intérieur, pas à l'intérieur. Je ne pense pas que ce sera un problème, pour être honnête avec vous. Je pense que Poutine en a assez. Je pense qu'ils en ont tous assez. Mais on ne sait jamais. Nous allons en apprendre plus sur le président Poutine dans les prochaines semaines, ça je peux vous le dire. Et nous verrons comment tout cela évolue. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais à moins d'écouter Poutine. Donald, tu n'as pas écouté. Donald. Qu'est-ce que cela signifie, envoyer des troupes françaises? L'Allemagne ne pourrait même pas rassembler une brigade. L'Angleterre pourrait peut-être, la Grande-Bretagne pourrait peut-être rassembler une brigade et la soutenir pendant 6 mois. Les Français, peut-être qu'ils pourraient en rassembler quelques-unes, mais ils n'auront pas besoin de rassembler quoi que ce soit, parce que Poutine n'acceptera jamais qu'un membre de l'OTAN déploie des troupes au sol en Ukraine. Cela reviendrait à entrer en guerre. Cependant, après le conflit, il pourrait suggérer que c'est le cas que l'OTAN entre en guerre. Il a été catégoriquement clair à ce sujet. On ne peut pas faire ça. Alors Donald, de quoi parles-tu? Pourquoi compliques-tu les choses? Pourquoi rends-tu une situation relativement claire dont j'espère que tu as bien saisi les enjeux en Alaska aussi confuse? Eh bien, je sais pourquoi il rend les choses floues. C'est parce qu'il doit composer avec toutes ces personnes désagréables autour de lui. Mais ne rendez pas la situation floue au point qu'il devienne ensuite extrêmement difficile de revenir en arrière, car vous n'obtiendrez rien de Poutine que Poutine n'ait déjà déclaré vouloir vous donner. Et c'est simplement la réalité. Mais regardez à quel point tout cela est stupide, vraiment. L'OTAN est en train de s'effondrer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle s'écroule. Elle s'écroule sous le poids de sa propre stupidité. Les citoyens des pays de l'OTAN vont voter d'ici 6 à 18 mois, peut-être 24 pour certains pays, et ils vont évincer les gouvernements actuels. Je ne pense pas qu'il y aura la moindre exception à cela.
Lorsque ces gouvernements seront renversés par les urnes, ce sera en partie parce qu'ils ont tellement mal géré cette situation. Alors, où en sera l'Europe? C'est une question qui me préoccupe énormément. Y aura-t-il une possibilité de préserver l'Europe, ce que j'appelle le lien transatlantique, c'est-à-dire une certaine forme de relation de sécurité décente entre Washington et l'Europe? Parce qu'il n'y aura plus d'OTAN. Il n'y aura plus d'OTAN. Je ne sais pas comment il compte gérer cela, je parle de Trump, car je n'ai absolument aucune preuve qu'il ait, ou que ses collaborateurs aient, une quelconque stratégie à long terme à ce sujet. Nima, ils ont une stratégie intérieure mieux définie, même si je ne la trouve pas acceptable, pour arrêter les immigrés et pour faire toutes sortes de choses néfastes avec l'ICE, pour former et recruter du personnel militaire qui pourrait être plus enclin à un coup d'État, s'ils voulaient en organiser un, voire pour surveiller le Capitole d'une manière qui me fait penser qu'ils préparent le terrain pour ce coup, ce qu'ils n'ont pas fait le 6 janvier. J'ai dit à plusieurs reprises que ce coup n'a pas échoué parce que le système a tenu. Il a échoué parce qu'ils étaient incompétents. Ils ne seront plus incompétents. Que je parle de Donald Trump ou non est sans importance. Il y a des personnes autour de lui occupant des postes de pouvoir qui préparent le terrain pour une telle entreprise. Il a donc une meilleure stratégie. Il dispose de plans plus complets qui, à mon avis, sont déjà en cours de mise en œuvre pour la situation intérieure que pour l'étranger. Et, à l'étranger, les relations internationales, appelez cela comme vous voulez, la sécurité nationale, cela va lui causer de sérieux problèmes avant la fin de tout cela. Non seulement il ne recevra pas le prix Nobel de la paix, sauf peut-être pour une catastrophe, il pourrait très bien en recevoir un pour une catastrophe, mais ce sera hors de question, car cet homme va déclencher un chaos international que personne ne pourra gérer dans la prochaine décennie ou plus. C'est vraiment aussi grave. Et toutes ces personnes, beaucoup de mes pairs, beaucoup de mes collègues dans des organisations comme l'Eisenhower Media Network, Veteran Intelligence Professionals for Sanity et d'autres groupes similaires, essayent désespérément de s'accrocher à Trump, tentent désespérément de dire qu'il est un artisan de la paix, qu'il est contre la guerre, que toute la confusion que nous voyons est voulue de sa part, jusqu'à ce qu'il puisse façonner le monde à son image. S'ils sont vraiment déprimés ce jour-là, ils diront qu'il le fait pour le prix Nobel de la paix, si ce n'est pour rien d'autre, parce que c'est ce qu'il veut. Je pense qu'il est en train de créer une catastrophe. Je pense qu'ils ont placé leurs espoirs et leur foi dans une chimère. Je pense qu'il est en train de créer un désastre. Et je pense que nous allons le constater. Je pense que nous allons le voir sur le plan économique et intérieur, et je pense que nous allons le voir à l'international. Et rien ne me donne une preuve plus éclatante de cela que son approche diamétralement opposée. Si l'on considère l'Ukraine comme l'approche principale, et Gaza, cela me montre qui est vraiment Donald Trump. Et c'est inacceptable, c'est méprisable. Cela retourne le monde contre les États-Unis. Cela creuse un fossé immense entre nous et toute possibilité de résurrection de l'Empire, si l'on veut, en donnant plus de crédibilité, plus de munitions, plus de substance à tout ce que défend l'opposition. L'opposition, Nima, représente désormais environ 70% du monde. Et c'est aussi les 70% qui possèdent le plus d'argent. Ce sont les 70% qui n'ont pas la dette colossale que nous avons. Ce sont les 70% qui vont constituer l'avenir. Et nous faisons en sorte, jour après jour, que ces 70% nous considèrent comme la plus grande menace pour leur avenir sur Terre. C'est ainsi qu'ils nous perçoivent. Que fait-on face à quelqu'un comme ça? Eh bien, on essaie de s'en débarrasser, on s'allie, on rassemble sa puissance et on essaye de s'en débarrasser. Le problème que tu connais bien, j'espère, c'est que nous avons des armes nucléaires.
I hope, is that we have nuclear weapons. En réalité, si vous regardez le résultat, je ne sais pas si vous avez vu le rapport sur la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de la Chine et celui de l'Inde. Donald Trump rapproche ces deux pays comme jamais auparavant. Nous n'avons jamais vu cela auparavant. Leur relation atteint un nouveau niveau. Parce que l'Inde, après tout, a subi des tarifs douaniers et des pressions concernant la Russie. Ils ont compris qu'ils pouvaient être sacrifiés. Le chemin qui s'opère dans l'esprit d'Indien est immense. Il existe un principe des relations internationales que j'ai trouvé dans un livre de Fred Hartman. Fred était vraiment prolifique. Je crois qu'il y a 6 ou 7 éditions de ce livre. Il était tellement conscient de devoir mettre à jour ceci ou cela. C'était un ouvrage majeur à la Naval War College au début des années 80. L'un de ses principes concernant les relations entre nations, j'adore cette expression, il n'appelle pas cela les relations internationales. Il parle des relations entre nations. C'est le titre du livre, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, les relations entre nations. Et l'un de ses principes s'appelle la conservation des ennemis. Et pour le dire simplement, cela signifie que aucun pays sain d'esprit ne devrait jamais se faire plus d'ennemis qu'il ne peut en gérer à un moment donné. Pensez à cela en termes d'empire américain aujourd'hui. Pensez à cela en termes de Bibi Netanyahou et de Jérusalem. Y a-t-il quelqu'un au Levant qui se soucie d'Israël aujourd'hui et qui ne serait pas mieux loti et plus heureux si Israël explosait demain matin? Je voudrais parler d'Israël, mais avant d'y venir, Larry, voici ce que Macron a dit à propos de la rencontre qu'il a eue avec Donald Trump. Pour être certain que cet accord ne soit pas préjudiciable à l'Ukraine et à l'Europe. Nous voulons tous un accord, et nous voulons un accord de paix. Mais nous voulons nous assurer que cette paix, et donc cet accord, permettra aux Ukrainiens de reconstruire leur pays et de vivre en paix. Nous voulons être certains que le lendemain de cet accord de paix, ils disposeront d'une puissance de dissuasion suffisante pour ne pas être attaqués de nouveau. Et nous voulons être sûrs, pour les Européens, qu'ils vivront dans la paix et la sécurité. Voilà donc la nature de la paix qui sera désormais au cœur de notre travail. Mais je pense que c'est une excellente nouvelle. Et en effet, votre président est très confiant dans sa capacité à conclure cet accord avec le président Poutine. Et c'est formidable. Je ne vois pas Vladimir Poutine accepter quelque chose comme ça. Macron vient de dire, tu as tout à fait raison. Je crois qu'il a appris un nouveau mot, deal. Il ne parle pas de diplomatie, de sécurité nationale ou de quoi que ce soit d'autre, juste de deal. Il a compris, tout comme ils se sont tous précipités à Washington immédiatement. Ils savent tous maintenant, il faut lui baiser la main, il faut s'incliner et ramper. Même Zelensky a changé de vêtements. Donc oui, des propos insensés, vraiment. J'espère qu'il ne pense pas un mot de ce qu'il dit, parce que ça n'a tout simplement aucun sens. Une Ukraine restaurée à n'importe quelle forme de puissance militaire reste une menace pour la Russie. Une Ukraine avec une quelconque présence de l'OTAN autour d'elle de manière significative est une menace pour la Russie. Une Ukraine avec un avenir qui suggère autre chose qu'une neutralité pure et totale. Ce qui, soit dit en passant, m'a poussé à relire quelques articles que j'ai écrits il y a bien longtemps. Et ma suggestion dans le premier article était, j'ai utilisé cette expression, une neutralité étudiée, par laquelle j'entendais une neutralité très soigneusement façonnée, formée, poursuivie, réfléchie et sensée, qui était le seul avenir pour l'Ukraine. C'était avant que tout ce brouhaha ne commence. Ensuite, j'en ai écrit un second où j'ai dit que la neutralité est la seule réponse à la position de l'Ukraine. Ce n'est pas de cela que Macron parlait.
Lui évoquait une association voilée, vous savez, un rapprochement avec l'OTAN, et l'accord de paix serait un accord qui rétablirait l'Ukraine non seulement comme un État résiduel exsangue, mais comme un État ressuscité, et un État qui à nouveau représenterait une menace pour Moscou, ce qui est l'intention à long terme de l'OTAN. Il est fou, il va partir, il va partir. Macron est un homme mort en sursis. Merritt est un homme mort en sursis. Macron est un homme mort en sursis. Starmer est un homme mort en sursis. Cela n'a aucun rapport, mais je vais quand même le mentionner. Il semble que ce soit quelque chose qui arrive de temps en temps en Finlande. Nous venons d'avoir un député en Finlande qui se serait apparemment suicidé. J'aimerais bien aller consulter ses notes et voir s'il commençait peut-être à comprendre quelle erreur tragique son pays avait commise. Abandonner toute cette longue histoire de cohabitation ou de résistance si nécessaire, d'une certaine manière, vous savez, la guerre d'hiver, la Russie, le grand géant qui les borde. Et maintenant, tout à coup, ce pays est devenu fou. Moi aussi, je pourrais envisager le suicide si je vivais dans une telle situation. Obligé de supporter ces parlementaires chaque jour, ceux qui ont fait tout cela, tous achetés et payés par la CIA à travers la démocratie instrumentalisée, les ONG instrumentalisées, les agences quasi-gouvernementales instrumentalisées, tout ce que nous pouvions instrumentaliser pour changer les gouvernements en Europe afin qu'ils soient favorables à l'adhésion à l'OTAN. Et tout cela a été consolidé en faisant passer la Russie, après le début de l'opération militaire spéciale, pour le grand épouvantail qui prouvait qu'ils avaient raison. Nous avons fait tout cela. Nous avons fait tout cela, Nima. J'y étais. Ce qui est drôle, c'est que la Finlande a un premier ministre, pas un président. Premier ministre de la Finlande, non? Je crois qu'il y a, si je me souviens bien, un président, et c'est plutôt une fonction protocolaire, et il y a un premier ministre, et ça, c'est, je crois, je peux me tromper, mais il me semble que c'est comme ça. J'ai rencontré des membres de l'armée finlandaise au Liechtenstein vers 2010, et j'ai été très impressionné par ces gars-là. Ils faisaient partie intégrante des négociations que nous menions là-bas. À l'époque, il s'agissait de l'Iran. Mais les Finlandais jouaient dans une catégorie bien supérieure à leur poids. Et tous, il y avait une femme, mais la plupart des militaires étaient des hommes, et ils étaient de différents grades, lieutenant-colonel, colonel, généraux de brigade. Ils pensaient que leur politique était la meilleure chose qui soit jamais arrivée, leur politique de neutralité. L'un d'eux avait même écrit le livre de référence finlandais sur la guerre d'hiver, où ils avaient dû sacrifier une partie de leur territoire pour obtenir le résultat final. Mais ils ont essentiellement tenu tête à l'Union soviétique. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de l'Autriche et de leur situation. Absolument. Doug McGregor en parle. John Mearsheimer en parle aussi. Je ne savais pas ce que Doug a évoqué l'autre jour, et c'est un point très important. Les Russes avaient laissé un représentant russe dans la hiérarchie autrichienne pour surveiller la situation. Et comme l'a dit Doug, je crois que c'est Doug qui l'a dit, il a eu une belle vie, il vivait à Vienne, au lieu de vivre en Union soviétique à une époque très difficile pour l'Union soviétique. Mais il était là pour s'assurer que les accords mis en place fonctionnaient. Est-ce que cela fonctionnerait pour l'Ukraine? Probablement, si quelqu'un voulait bien lui donner une chance. Il faudrait se débarrasser de Zelensky, mais cela fonctionnerait, probablement. Cela fait partie d'une solution qui, à mon avis, fonctionnerait, la fameuse solution autrichienne. Je trouve vraiment qu'il est très difficile d'accomplir quoi que ce soit en Ukraine avec Zelensky au pouvoir. Je pense qu'il doit partir. Il doit partir. Je pense vraiment qu'il doit partir.
Je n'avais pas réalisé à quel point il est contrôlé par les types d'Azov, les types nazis, l'extrême droite dure, ceux dont je parle toujours, ceux auxquels j'ai dû faire face quand je m'occupais de l'Ukraine en 2002, 2003 et 2004. S'il est à ce point sous leur emprise, si ce sont eux qui déterminent son sort, je dirais que son destin, c'est une balle dans la tête, tôt ou tard, parce qu'il va devoir faire quelque chose ici. Et quand il le fera, ils seront tellement en colère contre lui qu'ils vont l'éliminer. Je pensais que ce serait l'inverse. Je pensais que ce seraient ces Ukrainiens qui ont un cerveau, qui voient le destin qui les attend, et qui voudraient trouver une sorte de modus vivendi avec la Russie, et qu'ils le destitueraient, le feraient partir, ou peut-être même l'élimineraient. Mais ce groupe dont on me dit qu'il est le véritable pouvoir derrière lui occupant une position d'état profond si l'on veut, à Kiev, ils le tueront. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de la réunion entre Donald Trump et les Européens. On voyait d'une certaine manière sur la photo que les dirigeants européens étaient arrivés à ce moment précis. C'est assez incroyable, en regardant la photo et la façon dont Donald Trump essaie de parler. On regarde leur visage et personne n'a l'air content de la situation. C'est lui le professeur et ce sont ses étudiants du séminaire. C'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi l'Europe se fait ça à elle-même. Bonne question. Bonne question. J'en ai parlé à Jamal ce matin, je crois que c'était Jamal. J'en ai fait tellement maintenant, Nima, que je n'arrive plus à suivre. Je relis Le Tailleur de Panama de John le Carré, tu connais ce livre. J'en arrive à la partie centrale où il y a une description, tu en as entendu parler? Je ne l'ai pas lu. Eh bien, il y a une description de cet agent du MI6 britannique qui est recruté au début par le MI6. Le type lui dit qu'il a suivi la formation, qu'il a suivi toute la formation, et maintenant, il reçoit une sorte de briefing d'endoctrinement. Et il y a un spécialiste pour ça. Et ce n'est pas Smiley, c'est quelqu'un d'autre. Et ce type lui dit que sa première affectation sera au Panama. Et Osnar regarde le gars et dit « Panama, pourquoi j'y vais? Je sais que je parle couramment espagnol, mais pourquoi dois-je aller au Panama ?» Et ce gars lui donne une raison formidable. Il dit, en substance, j'aimerais pouvoir m'en souvenir exactement, mais il dit en substance, tu vas au Panama parce que le Panama, ses cousins là-bas, ces Américains qui n'ont jamais rien appris du pouvoir et de la façon de le gérer comme nous l'avons fait, ils ont abandonné le canal, l'un des endroits les plus stratégiques du monde. Tu vas au Panama pour fomenter la rébellion qui les obligera à revenir et à reprendre le contrôle. C'est une description saisissante de Le Carré sur ce qu'est vraiment le MI6. Et maintenant la CIA, le Mossad et d'autres, les Américains ont tout gâché, alors allons réparer ça. Et on va le faire en sapant, tu vois. Ouais. J'ai lu ça et je me suis dit, mince, j'aimerais que quelqu'un puisse publier ça en une, tu sais, du New York Times, du Washington Post, peu importe. Voilà comment la perfide Albion traite avec nous. Et c'est la même chose aujourd'hui, que ce soit en Ukraine, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Géorgie, c'est pareil. Ces fichus Mossad, CIA, MI6 dirigent foutrement l'Occident. Larry, en ce qui concerne Israël, il y a eu plus d'1 million de personnes qui sont descendues dans les rues de Tel Aviv pour manifester contre le gouvernement. Comment vois-tu la situation avec Netanyahou? Chaque fois que je vois ce genre d'actualité venant d'Israël, j'ai l'impression que quelque chose d'important va se produire, parce que Netanyahou doit faire quelque chose pour détourner l'attention des gens de ce qui se passe dans le pays et de sa propre position. Il doit se sauver, il doit survivre. Quel est ton avis là-dessus?
Je pense que sa façon de survivre sera de déclencher une guerre avec l'Iran. Je pense que Trita Parsi a raison. J'ai presque l'impression que c'est inévitable. Et il a le bouffon de Washington pour l'accompagner dans cette voie. Je repense à mon expérience avec George H.W. Bush, qui a été aussi marquante que celle avec George W. Bush, parce qu'à chaque fois que Powell, en tant que président, assistait à une réunion du Conseil de sécurité nationale, à une réunion des adjoints, à une réunion des principaux responsables ou autres, il revenait et me faisait un compte-rendu. Et j'avais le sentiment, en ce sens, parce que je trouvais ces comptes-rendus très précis, je vais vous donner un exemple. Une fois, il est revenu et il a dit « Nous venons d'empêcher une guerre ». Je n'étais pas au courant d'une guerre que nous étions en train d'empêcher à ce moment précis. Il a dit cela en souriant, en me regardant. Il revenait tout juste d'une réunion du Conseil de sécurité nationale avec George W. Bush, Brent Scowcroft et l'équipe, on les appelait le groupe des ouïes. Eh bien, Corazon Aquino a appelé au téléphone et elle a dit « J'ai un bataillon sur le point de prendre le contrôle de mon gouvernement. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire ?»« Oui, madame la présidente. » Il est allé voir le président, a obtenu l'autorisation et a fait voler à l'époque 2 F-4 lourdement chargés au-dessus de la caserne de ce bataillon. Je veux dire, chargés de bombes, de roquettes et de tout le reste, 3 ou 4 fois. Et ils sont retournés à la caserne et le coup d'État a été réprimé. Le président des Philippines a appelé et a dit « Merci beaucoup ». Et il me racontait que tout cela s'était passé en environ 6 heures. Personne ne s'en est jamais rendu compte. Les journaux ne l'ont jamais relevé. Pourquoi voudrais-tu que ça s'ébruite? Je veux dire, tu as fait ce qu'il fallait, ça a marché. Et tu as peut-être sauvé le président des Philippines, parce que les Philippines avaient tendance à tuer les personnes qu'elles voulaient éliminer. Je veux dire, ils auraient tué Marcos. Ils étaient sur le point de tuer Marcos quand nous l'avons extrait et emmené à Hawaï. Je n'oublierai jamais George Shultz arrivant sur le tarmac à Pearl, à Hawaï, et disant en gros au général de brigade qui avait amené Marcos à Hawaï, l'avait sorti des Philippines pour l'emmener à Hawaï, « Tu as tout gâché. Mec, ce que t'as fait, tu l'as vraiment gâché. » Et le général lui a simplement dit, très calmement, Shultz était un grand gaillard, ancien marine. Il lui a dit très calmement, « Tu aurais eu un bain de sang aux Philippines si je ne l'avais pas fait. » Et l'amiral présent a ajouté la même chose, et Shultz s'est simplement replié. Vous savez, il s'est un peu effacé. C'est ce genre de choses qui se passaient à l'époque avec H.W. Bush. Beaucoup de choses étaient réglées, mais elles l'étaient parce qu'il était brillant. Il était brillant pour décrocher le téléphone et parler aux gens, rencontrer Ron Cole, faire de la diplomatie par téléphone, si vous voulez, des appels de 2 ou 3 heures. Nous n'avons plus cela aujourd'hui. Nous n'avons pas du tout cela. Nous n'avons personne qui sache faire de la diplomatie, ni Rubio, ni Hegseth, ni Trump, ni Witkoff, ni personne dans l'administration, ni Kellogg. Oh, j'adore voir Kellogg là-bas. Je n'aimais pas le voir dans le bureau ovale, mais il était là-bas derrière tout le monde. Il a fait plus de mal que de bien dans toute cette affaire, comme beaucoup de généraux de l'armée américaine. Les vieux croulants qui devraient partir, excusez mon français. Mais c'est à quel point nous travaillons mal dans le monde aujourd'hui. Nous n'avons pas de diplomates. Nous n'avons personne qui comprenne le pouvoir. Personne qui sache comment exercer le pouvoir sans bombes, balles, baïonnettes et sanctions. Nous ne le faisons tout simplement pas. Et certainement pas notre président. De l'expérience dans l'immobilier, ce n'est pas l'expérience nécessaire pour ce que George H.W. Bush a accompli de façon remarquable. Maintenant, beaucoup de gens vont probablement me dire après ce podcast, « Oh, George H.W. Bush était un type terrible, blablabla. » D'accord, il a mené beaucoup d'opérations néfastes en tant que vice-président de Ronald Reagan.
Il a fait beaucoup de choses dans la communauté du renseignement, parce qu'il y a passé toute sa vie. Mais dans l'ensemble, il a laissé un pays intact, le pouvoir intact, et des amis et alliés intacts. Pouvez-vous dire cela de quelqu'un depuis? Non, nous ne le pouvons pas. Nous agissons simplement sans retenue dans le monde. Vous avez mentionné George Soros, et voici ce qu'il a dit. C'est un vieux extrait vidéo, mais il montre à quel point ces personnes préparaient en quelque sorte l'Ukraine pour le moment d'attaquer, pour se préparer d'une manière ou d'une autre à s'opposer à la Russie. Voici ce qu'il a dit. Eh bien, je pensais que nous parlions de Gaza. Oui. Puisque vous avez mentionné WOS, je me souviens de la vidéo. Je voudrais vous la montrer pour avoir votre avis. Weaker. Ravi de vous avoir parmi nous. Moi de même. Tout d'abord, concernant l'Ukraine, l'une des choses que beaucoup de gens ont remarqué à votre sujet, c'est que pendant les révolutions de 1989, vous avez financé de nombreuses activités dissidentes et des groupes de la société civile en Europe de l'Est, en Pologne, en République tchèque. Faites-vous des choses similaires en Ukraine? Eh bien, j'ai créé une fondation en Ukraine avant que l'Ukraine ne devienne indépendante de la Russie. Et la fondation fonctionne depuis lors. Elle a joué un rôle important dans les événements actuels. Pensez-vous que l'Ukraine sera capable d'affirmer une certaine indépendance vis-à-vis de la Russie et de s'orienter vers l'Occident? Pas nécessairement une adhésion précise comme à l'OTAN, mais une orientation générale vers l'Ouest, ou bien les Russes les en empêcheront-ils toujours? Non, Poutine va essayer de déstabiliser l'Ukraine. La fondation fonctionne depuis lors et a joué un rôle important dans les événements actuels. J'ai une nouvelle à lui annoncer. C'est l'Ukraine qui a déstabilisé l'Ukraine, pas la Russie. Et c'est tellement évident, c'est d'une clarté cristalline si l'on examine les faits, qu'on se demande quelle imbécilité, stupidité ou mépris flagrant de la vérité règne au sein de la nomenclatura de l'Empire et de l'Europe, car ils devraient le savoir à présent, ne serait-ce que parce que Lavrov et Poutine leur répètent cela en boucle depuis environ 2014. Mais, vous savez, je vous l'ai dit à maintes reprises, nous avons un autre agenda, et cet agenda consiste à exercer une pression sur la Chine par tous les moyens possibles. Et l'un des moyens que nous jugeons les plus efficaces, c'est via la Russie, via Moscou. Larry, tu as mentionné le cas de Gaza. Et j'ai appris ici, grâce à toi, que Marco Rubio essaye d'empêcher les personnes venant de Gaza de venir aux États-Unis pour y travailler, pour leurs opérations ou une intervention chirurgicale dont elles ont besoin. Quelque chose dans le processus médical qui nécessite leur présence aux États-Unis. Quelle est leur logique? Que cherchent-ils à dire à propos de ces Gazaouis? Les considèrent-ils comme une menace pour les États-Unis? Pense-t-il qu'ils pourraient causer un problème quelconque aux États-Unis? Quelle est la logique derrière cela? Je suis sûr Netanyahou, pas Netanyahou, mais je suis sûr que Rubio, Netanyahou aussi, Rubio ferait ce genre d'argument s'il le fallait. Rappelez-vous, c'est lui qui est célèbre pour l'argument de la menace à la sécurité nationale. Pierre Lapin est une menace s'il ressemble à un terroriste. Mais je pense que la vraie raison, c'est qu'ils ne veulent aucune visibilité sur la situation réelle à Gaza et aussi en Cisjordanie, aux États-Unis. Ils sont en train de perdre la guerre de propagande. Bibi est en train de la perdre de plus en plus en Israël. Il l'a déjà perdue dans l'ensemble du Levant, mais il commence à la perdre aux États-Unis. Et chaque point de pourcentage qui est retiré à l'avantage du lobby israélien sur tous les autres est comme un coup de couteau dans le cœur de Bibi.
is something that is a knife in Bibi's heart. And so anything, no matter how small, Alors, il est prêt à tout, peu importe à quel point c'est insignifiant, cruel ou hideux, et Rubio est prêt à suivre ses ordres, simplement pour que les États-Unis restent en dehors de l'affaire. Et ça a terriblement bien marché, Nima. Je vais dans des cafés et je parle aux gens de façon informelle, et ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils disent des choses comme « Oh, as-tu vu ces images qui viennent de Gaza? As-tu vu ceci ou cela? Est-ce que c'est vraiment vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est vraiment vrai? Mon Dieu, ça passe en boucle, encore et encore, si tu veux bien regarder. Oh, eh bien, pourquoi tu penses que ça arrive? Eh bien, cela se produit en partie parce que vous lui donnez du pouvoir. Ils ne font pas ce lien, mais de plus en plus de gens font ce lien. Je pense que nous assistons presque à un changement radical dans certains milieux en Amérique que je n'aurais jamais cru voir évoluer. Et je pense que AIPAC, le lobby juif, comme aiment l'appeler Mearsheimer et Walt, et cette influence que les gens considèrent comme la véritable raison de nos actions. À mon avis, c'est nous qui utilisons Israël, et non Israël qui nous utilise. Mais ce lien qui rendait cela si facile est en train de disparaître. Et l'accusation d'antisémitisme, et ce n'est pas nécessairement une chose positive. Ils se sont tirés une balle dans le pied. L'antisémitisme ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, et les actions de Netanyahou créent de véritables antisémites, ce qui posera problème à l'avenir, comme cela a toujours été le cas. C'est une situation négative pour Israël, mais nous contribuons à l'amplifier, à l'étendre et à essayer de la rendre encore plus profonde. Nous faisons tout cela au nom du trouble que nous créons au Levant, parce que nous pensons que c'est nécessaire. Et quel est le dernier chapitre de ce trouble? L'Iran. C'est pourquoi je pense qu'Atreides a raison. Je pense que Netanyahou va relancer tout cela. Je ne sais pas si tu as vu dans les actualités que l'Iran est en train de... I don't know if you saw in the news that Iran is making Iran and Armenia. L'Iran et l'Arménie vont établir le corridor Golfe Persique-Mer Noire. Et ils souhaitent créer ce corridor pour relier l'Iran à la Russie. To the Caucasus and above, yeah. vers le Caucase et au-delà. C'est une décision intelligente. C'est une ancienne route et elle est moins coûteuse parce qu'elle se fait par voie terrestre plutôt que maritime. Cela permet d'éviter la marine américaine, ce qui, j'en suis sûr, est un facteur à prendre en compte. Tout comme, auparavant, il s'agissait d'éviter les Portugais, puis finalement, les Britanniques. Vous savez, la mer était parfois dangereuse et il était aussi bien moins cher de passer par la terre. Donc c'est une bonne initiative. Une autre chose que j'ai entendue, je n'en suis pas certain, mais je suis assez confiant qu'au moins une partie est exacte, c'est que les Russes comme les Chinois ont utilisé les routes que la Chine a essentiellement développées pour réapprovisionner considérablement l'Iran. Et pas seulement pour le réapprovisionner, remplacer les stocks utilisés pendant la guerre de 12 jours, mais aussi pour leur fournir en quantité le matériel et l'équipement les plus récents. Donc, s'ils reprennent le conflit, je prédis dès maintenant qu'aucun avion israélien ne survolera l'espace aérien iranien et n'en réchappera. Je ne sais pas si tout cela est exact, mais j'ai le pressentiment que ça l'est. Je ne suis pas sur le terrain en Iran à regarder des S-400 russes être déchargés ou quoi que ce soit d'autre. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'à mon avis, si Netanyahou décide d'attaquer l'Iran, ce serait un suicide total pour Israël. Ce n'est rien de moins que cela. Je pense que tu as raison. Et je pense que si nous intervenons, même si nous n'utilisons que la puissance aérienne, et que nous rendons les Iraniens tellement furieux qu'ils ripostent, et je pense qu'ils le feraient si nous frappions massivement l'Iran avec la puissance aérienne, depuis Al-Udeid, depuis King Khalid, depuis des porte-avions,
et tout le reste, si nous faisions cela, nous les mettrions tellement en colère qu'ils riposteraient. Et nous sommes assez faibles là-bas en ce qui concerne leur capacité de riposte. Nous serions engagés, nous serions pleinement dans cette guerre, et à terme, nous devrions déployer des troupes au sol. Ce serait la fin de l'Empire. Ce serait Syracuse face à Athènes. That is Syracuse to Athens, Iran is to the American Empire. L'Iran est pour l'Empire américain ce que Syracuse était pour Athènes. Syracuse n'a pas provoqué la chute d'Athènes, mais a amorcé l'effondrement inévitable de l'Empire athénien. Et chose intéressante, cela a en quelque sorte été causé par quelques individus qui étaient de véritables brutes militaires du côté athénien et qui les ont entraînés dans cette guerre, ce qui a fini par déclencher le démantèlement de l'Empire athénien, de la Ligue du Péloponnèse et de tout ce qui allait avec. Cela nous arrivera inévitablement, mais ce n'est pas obligé que ce soit demain. Mais si nous faisons la guerre à l'Iran de manière significative, ce sera demain. L'Iran, d'une certaine manière, a toujours été, selon moi, le cimetière des empires. C'est le titre de l'Afghanistan. Yeah, that's It's certainly- you know, it's from a historical point of view and D'un point de vue historique, d'un point de vue d'histoire impériale, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, c'est inévitable. Mearsheimer a dit, John et moi avons eu une dispute à New York lorsque nous avons fondé le Quincy Institute. John disait que la guerre avec la Chine était inévitable. Et moi j'ai répondu que non, ce n'était pas du tout une fatalité, à moins que nous soyons complètement idiots et stupides. Et sa position était, ma théorie du réalisme dit puissance montante, puissance déclinante, guerre. Et j'ai dit c'est trop froid. C'est trop froid. Peut-être que John a raison, peut-être que c'est inévitable. Mais si c'est inévitable, c'est parce que nous avons des idiots à la tête de l'Empire. La Chine ne veut pas de guerre. La Chine ne veut absolument pas de guerre. Ils veulent juste nous surpasser autrement. Et c'est ce qu'ils font. Merci beaucoup. Avez-vous entendu certaines des dernières statistiques? C'est assez stupéfiant pour moi. Je viens juste de les recevoir hier. La République populaire de Chine possède des missiles hypersoniques d'une qualité qui dépasse même celle des Russes. D'accord. Adieu, porte-avions. Okay. Goodbye, aircraft carriers. There's 90% of China. L'année dernière, 90% du pétrole de la Chine est arrivé par bateau. Nous n'avons rien fait à ce sujet, contournement des sanctions. 60% des terres rares, si cruciales pour le Pentagone et d'autres, proviennent de Chine. Mais ce n'est pas le vrai facteur. Le vrai facteur, c'est que 90% des produits finis contenant des terres rares viennent de Chine. 90%. 7 véhicules électriques sur 10, voitures, camions, véhicules de tourisme, etc. Dans le monde, 7 sur 10 sont fabriqués en Chine. Les meilleurs sont fabriqués en Chine. La RPC, la Chine, dispose d'1 million de bornes de recharge. Les États-Unis en ont un 60e. L'an dernier, la Chine a dépensé 38 milliards de dollars pour l'exploration pétrolière. ExxonMobil et Chevron, ensemble, ont dépensé un 60e de cette somme. And Chevron together spent 1/60th of that. These are stats that China is the number one. Ce sont des statistiques qui montrent que la Chine est la première puissance économique mondiale. Ils sont la première puissance et ils le deviennent de plus en plus chaque jour qui passe. Mais ils ne veulent pas la guerre. Ils ne veulent pas la guerre. C'est un peu comme ce qui se passe en Ukraine, mais à une échelle réduite. La Chine ne veut pas la guerre parce qu'elle est en train de gagner. Et si elle entrait en guerre, elle serait freinée. Vous savez, elle serait freinée et nous pourrions aller jusqu'à l'arme nucléaire, ce qui serait un énorme recul. Donc la Chine a des dirigeants intelligents. Ils ont des dirigeants intelligents. Et je pense de plus en plus que Modi s'avère, malgré sa persécution des musulmans dans son pays, être lui aussi un dirigeant assez intelligent. He's turning out to be a pretty smart leader too. I think China is
Je pense que la Chine est incroyable, vraiment incroyable. Regardez les États-Unis, l'Ukraine, le Moyen-Orient, et ils veulent rivaliser avec la Chine. Je veux aller à l'Assemblée générale de l'ONU et leur suggérer à l'ONU de déménager à Shanghai. Les trains à grande vitesse, on peut se déplacer partout dans le pays confortablement. Les diplomates de l'ONU aiment le confort. Vous savez, Shanghai serait un endroit bien meilleur. La Chine pourrait remplacer les États-Unis en ce qui concerne ses contributions, et nous pourrions expulser les États-Unis de l'ONU. S'ils n'aimaient pas ça, on les expulserait. Expulser Israël avec eux. Expulser Israël en premier. Bien sûr, c'est utopique, mais il n'y a pas d'imagination dans le monde. Il n'y a pas de courage dans le monde. Mais déplacez les Nations Unies à Shanghai. Sortez-les de New York. Déplacez-les là-bas. Faites un geste. Faites un geste. Faites respecter le droit international. Dites aux États-Unis d'aller au diable. Faites respecter le droit international. Ralliez d'autres pays. Cela ne devrait pas être si difficile maintenant, à part l'Europe et les États-Unis. Nous sommes au mieux un cinquième du monde. Et les 4 autres cinquièmes nous détestent. Du Brésil à Delhi, à Pékin, à Moscou, ils nous détestent. Et nous faisons de plus en plus en sorte que certains de nos alliés les plus fidèles, comme Séoul et Tokyo, nous détestent. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Mom, the voice of doom. Maman, la voix du malheur. Toi, tu es la voix de la raison. Tu vas devoir déménager. Je vais venir vivre avec toi pour ma dernière année. J'ai dit à quelqu'un hier, j'ai dit, tu sais, ils ont 82 ans. J'ai dit, n'est-ce pas atrocement douloureux d'avoir vécu plus de 80 ans et de voir les furies détruire ton pays dans tes dernières années? Et il m'a répondu, carrément que ça l'est. De toute façon, Grand plaisir, Larry, comme toujours. prends soin de toi. À bientôt. Au revoir.